Merci Didier, merci en tout cas de votre invitation pour pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sur un certain nombre d'éléments qui vont revenir à suivre ce que ont été les événements de ces derniers mois, voire de ces dernières années, puisque ce que je vais tenter de vous donner est un certain nombre des clés qui ont été les miennes dans les 15 ans qui ont précédé cette phase délicate, on va dire, de la Covid-19 et sur laquelle se sont trouvés, confrontés un certain nombre d'éléments et de repères qui ont été lancés autour des principaux thèmes et des principaux sujets de recherche de l'IRMES. Philippe Gautret, qui était probablement parmi vous, enfin, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, concluait un de vos articles ces temps derniers avec cette difficulté à prévoir l'avenir, et en particulier l'avenir de la Covid-19. Et si cet avenir est imprédictible, il y a quand même un mais. Il y a quand même un mais qui se situera autour de 3 questions que je poserai aujourd'hui. Y a-t-il des limites? Y a-t-il des contraintes? Et la rencontre de ces contraintes avec nos limites aura-t-elle un certain nombre de conséquences? Quelles sont-elles? Comment on peut imaginer la suite? Et si cette réflexion sur laquelle on vient d'échanger avec Didier un certain nombre de points concernant les principes de l'évolution, les principes d'un certain nombre d'éléments qui sont en cours actuellement, amènent à quelque chose, en particulier autour de ce que Daniel McShee et Bob Brandon ont publié il y a 10 ans, cette fameuse première loi de la biologie qui reprend un certain nombre de réflexions autour des développements qu'on peut considérer d'ordre thermodynamique peut-être, en tout cas des lois du hasard, des lois de la nécessité, de ce qui fait la complexité des systèmes du vivant, système hors d'équilibre, système ouvert, système dans lesquels une dissipation d'énergie permet la pérennité pendant un certain temps du programme, de notre programme individuel, c'est le cours de notre vie, mais aussi du programme collectif, c'est le cours de l'espèce, et de se voir comment, avec ces changements de niveau, ces apports d'énergie, là-haut, en haut de l'escalier, un apport énergétique important pour terminer ce yaourt, va nous permettre de passer l'étape suivante. La seule question, c'est une fois qu'on est à l'étape suivante, est-ce que cet état est stable? Est-ce que ce niveau atteint l'est? Et Léontine redonnait bien cette idée aussi que cet aspect-là, qui est donc dépendant de l'extraction et du maintien de ces échanges énergétiques, est aussi un impact qu'on va prendre parce qu'on recueille cette énergie de l'environnement, mais on change aussi l'environnement avec la transformation énergétique que l'on va mettre en jeu dans ce domaine, et donc l'environnement devient aussi le reflet de la biologie des espèces. Et ce que François Rodier avait proposé il y a à peu près 10 ans autour de cette question était aussi celle de cette maximisation de la dissipation pour pouvoir s'adapter à son environnement. À partir de là, le génome qui mémorise cette information environnementale va lui-même contribuer, en maximisant cette énergie, à modifier l'environnement autour, et donc à nécessairement devoir contribuer à une modification génomique qui dépendra, elle, de l'incertitude sur lesquelles les conditions environnementales vont exercer leurs contraintes. Et on revient à la question de la contrainte sur la façon dont on va nous-mêmes, à l'intérieur de nos groupes, de nos familles, de nos communautés, de nos sociétés, de notre espèce, avoir une capacité à utiliser l'énergie, à s'étendre, la réussite, entre guillemets, de Sapiens, pour un certain nombre de ceux qui écrivent une histoire particulière de notre espèce, mais avec une des limites qui est celle de cette complexité de l'adaptation et celle en particulier de ce paradoxe de la reine rouge face auquel un jour il faudra peut-être se trouver en capacité différente, puisque le paradoxe lui-même, c'est Lewis Carroll qui le positionne autour de cette idée de toujours courir de plus en plus vite pour rester à la même place. Donc cette question qui est celle du décor qui défile, celle de la positionnement, celle des dynamiques qu'il faut comprendre pour pouvoir savoir comment trouver la clé de l'adaptation de la situation suivante qu'on n'arrive pas à anticiper, l'avenir est imprédictible, et la clé pour autant de la condition de l'adaptation des espèces. Et là, en ce moment, on voit
une accélération de cette phase évolutive, dans laquelle on a une double sélection, sélection des variants, sélection des cibles, également au sein de l'espèce, mais même en dehors sur les autres espèces concernées, les visons, le singe vert peut-être, les chauves-souris, et l'ensemble de celles et ceux qui participent à ce grand échange, ce grand mouvement dans lequel s'inscrit l'épidémie. Mais avec aussi des constantes, c'est-à-dire que parmi les cibles, on va le voir, l'âge est un élément majeur, et un certain nombre de lois s'appliquent au vieillissement, et donc vont modifier, réguler, moduler la résistance au virus. Pour avoir une vision de l'ensemble de ces points, en prenant différents termes, court terme, moyen et long terme, on peut représenter de façon beaucoup trop schématique un certain nombre de maladies, qui sont des maladies d'émergence, des maladies du développement, pas du développement fœtal, mais du développement des sociétés, en ce sens que ce développement-là va avoir évidemment des conditions très différentes, et puis sur le long terme, qui sont des temps d'évolution, de coévolution, un petit peu comme on vient de le voir entre l'environnement et l'espèce. Un exemple de court terme, celui des épidémies, avec des épidémies qui sont abortives, celle du SARS, le premier, d'autres qui sont durables, le HIV, et puis certaines qui sont réémergentes, comme la dengue, le Zika, les chikungunya. On met le SARS-CoV-2 pour l'instant sur un durable dont on ne sait absolument pas imaginer le terme, bien entendu, mais en tout cas qui nous embête un peu pour les quelques temps sur lesquels il s'est déjà produit. Sur les problèmes de développement qui sont aussi des pathologies, des maladies du comportement, donc des maladies de la désadaptation des individus au sein d'une espèce, une fois que le changement environnemental est aussi important que ce que nous avons connu dans les 5-10 dernières générations seulement, fait apparaître un des problèmes majeurs. Vous avez lu cette étude de Salis le mercredi sur 45 000 personnes aux États-Unis, suivant avant et pendant l'épidémie. La sédentarité est le deuxième facteur après l'âge et après les transplantations d'organes, mais qui montre là cette fin de parcours et cette immense déstabilisation liée entre autres aux immunosuppresseurs face à une épidémie de cette nature. Mais la sédentarité est supérieure parce qu'elle est le lit, elle fait le lit de l'obésité, de l'athérosclérose, des maladies cardiovasculaires et y compris des cancers. Vous savez que l'activité physique est proposée et réduit le nombre de métastases pour les cancers du sein, pour les cancers du côlon également. C'est donc une des conditions clés d'un équilibre majeur. Et puis, sur le long terme, eh bien, on a des maladies de la coévolution, la mucoviscidose, la drépanocytose, l'hémochromatose, qu'on a beaucoup étudié chez les sportifs de haut niveau, qui montrent sur le gène HFE des liens qui sont ceux de la performance, mais qui sont antérieurement probablement liés à des conditions de restauration de la masse sanguine au cours de saignements pour lesquels on n'avait pas de suture chirurgicale, tout simplement, et ni aucun moyen de limiter cela, en particulier dans les grandes phases de saignement qui sont les phases du postpartum, de l'accouchement et de tout ce que on peut avoir donc sur ces conditions-là. Et puis là, on ne sait pas trop ce que le coronavirus lui-même pourrait amener dans cette discussion que Svante Pääbo, Luis Quintana-Murci et d'autres amènent autour de cette participation du génome dénisovien sur le chromosome 3 et cette réponse immunitaire. Quelle histoire faut-il écrire dans ce contexte-là? Ce sera sur le très long terme qu'on en saura quelque chose, mais enfin tout cela donne, pour Richard Horton, cette idée d'une syndémie dans laquelle il faut bien comprendre toutes les structures, tous les acteurs et les interactions entre ces acteurs sur des espaces et des temps qui peuvent être très courts, très longs, et que tout ça joue évidemment dans le même temps. Alors cette idée des plafonds sur lesquels je vais tenter de vous résumer quelques 15 ans de recherche là maintenant, vient aussi de ce que l'on conçoit sur la façon dont cette stabilité des États différents peuvent être amenés à se transformer. Et ce que l'on voit, c'est que en fait, on a toujours une performance de production qui va se dégrader brutalement une fois que cette complexité apparaît trop importante dans un cadre donné. Et globalement, si on a un changement d'état, avec une variabilité plus ou moins importante, le deuxième temps de la perturbation est aussi celui d'un retour, d'un changement d'état, avec une variabilité importante, une variabilité
que les économistes nomment volatilité, volatilité des marchés, dans la façon dont ces moments surviennent, et les conséquences qu'on va avoir entre des éléments aussi importants que ces pandémies et les conséquences économiques, pas seulement sur les marchés. Les signes que l'on a de ces plafonds qui ne cessent de se cumuler, semble-t-il maintenant, sont liés à tout ce qu'on a pu mesurer sur l'apport énergétique. On a doublé globalement notre prise alimentaire quotidienne. On est passé de 1700 à 3500 kilocalories par jour en moins de 10 générations, en 2 siècles. On a augmenté nos performances, ça on l'a mesuré de façon très précise. On a augmenté la taille, plus 15 cm, le poids, l'âge à la première naissance a été décalé, l'espérance de vie évidemment, plus de 120%. Les rendements végétaux, l'économie, et la connaissance aussi, bien que là, l'indice et le critère de mesure soit excessivement difficile à prendre. Pour les records mondiaux, c'est beaucoup plus facile. Vous mesurez ça en secondes, en centimètres, en microsecondes, en ce que vous voulez. Il y a toujours des choses et des tablettes qui remontent au 19e siècle, voire pour certains, on a des séries temporelles parmi les sumotori japonais qui remontent au milieu du 18e siècle. Et ça donne sur ces évolutions-là des regards tout à fait intéressants sur ce que sont ces changements des grands facteurs comme la taille, le poids, l'âge au décès, qui sont révélateurs de la personne qui en a été le porteur. Et donc si on voit depuis 20 ans plafonner ces records, il y en a encore quelques-uns, Mondo Duplantis à la perche, 1 centimètre au bout de 24 ans quand même, après Sergei Bubka, donc ça fait quand même pas beaucoup par année de gains, même s'il est abonné probablement à une belle carrière devant. Les autres montrent que depuis globalement 83, les premiers apparaissent et dans l'ensemble des disciplines à record, on a de moins en moins souvent de records battus, un temps de plus en plus long entre chacune des performances de record, et puis un écart de plus en plus faible, ce qui signe bien là, mathématiquement, l'idée de l'asymptote. La taille à l'âge adulte montre aussi une forme de stagnation. C'est une très grosse étude qui dépendait du Global Burden Project, qui a pu être menée, qu'on avait reprise dans la publication d'Adrien Marc, montrant que on avait là encore des fonctions qui, pour les hommes comme pour les femmes, avec cet écart, donc vous voyez qu'il est constant quasiment depuis les débuts, montre ces plateaux depuis à peu près 20 ans. L'espérance de vie, qu'il s'agisse de la durée de vie maximale, la longévité maximale, atteinte depuis 97, ça fait quand même 24 ans maintenant, qu'on n'a pas battu ce record-là, et celui de l'espérance de vie, en France en tout cas, montre à nouveau des phases sur lesquelles, pour 85 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes, on a un ralentissement de cette phase d'accélération qui a été la plus importante au milieu du XXe siècle, et en particulier juste après la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment. Et donc la physiologie, la taille, la durée de vie, mais l'économie aussi, l'énergie, qui est très proche de la fonction économique, les rendements agricoles, plein de domaines comme ça, et ça avait été l'objet d'un colloque au Muséum il y a 10 ans, montrent des phases sur lesquelles on retrouve constamment ces deux grands marqueurs, que sont la Première et la Seconde Guerre mondiale, et puis cette dernière phase, après les 30 Glorieuses, qui aboutit dans les années 90-2000, et donc depuis le début de ce millénaire, à des phases sur lesquelles on ne montre plus de vraies phases de croissance mesurables dans ces indicateurs-là. Et puis, en même temps, on voit arriver d'autres phénomènes de saturation et d'autres problèmes dans les hôpitaux, le taux de résistance bactérienne, et en même temps que survient des pénuries de médicaments, que ce soit aux États-Unis ou en France, 2400 l'année dernière, 2400 médicaments posaient des soucis, et en particulier, entre autres, parce que nous ne maîtrisons plus la chaîne de production, et ça, avec des matières premières qui sont utilisées et assemblées en Inde et en Chine, montre bien, là encore, d'autres formes de dépendance sur lesquelles cette idée de la mondialisation vient toucher un certain nombre de limites lorsque les flux ne sont plus respectés. Et puis, là, actuellement, et vous en êtes probablement également les observateurs attentifs et peinés, les gants stériles viennent à manquer dans les laboratoires, pas seulement aux États-Unis, les pipettes, et donc là on voit que l'idée du blockchain, qui fait apparaître cette vulnérabilité d'un seul maillon de la chaîne, oui, quand le bateau coince dans le canal de Suez, les autres passent pas, et ça veut dire qu'au bout du compte,
vous avez une déperdition, vous avez une diminution des stocks. Ça encore fait partie de ces nouvelles contraintes dans lesquelles nous nous situons parce que dans un système extraordinairement complexe qui est celui d'une société, d'une espèce qui a diffusé l'ensemble de ses capacités de production et donc ses capacités de performance. Alors ces contraintes, quelles sont-elles en dehors de ces domaines ? Une des premières, évidemment, c'est celle que l'on voit monter année après année, celle du réchauffement climatique, celle sur lesquelles cet indicateur-là, et qui vient juste après ces 2 semaines de gel, non pas rappeler que le gel existe encore, mais simplement que les phases d'accélération à 25 degrés qu'on a connues à la fin du mois de février et début mars étaient elles-mêmes révélatrice d'une déstabilisation générale sur l'ensemble du vignoble français. Alors derrière, si les bourgeons poussent et que le gel arrive, ça reste un événement climatique et un événement de culture majeur quant aux destructions possibles. Autre destruction, celui dans lequel la biodiversité et celui de cette fameuse 6e extinction se prend place, et donc dans lequel, là, l'accélération qu'on a à peu près sur tous les continents, là, pour le coup, pose la question de la pertinence, de la pérennité, et y compris de savoir qui est dans la charrette. Combien de batraciens, combien de mammifères, l'homme lui-même, question pour l'avenir. Parce que derrière, la conséquence de ce mur de contraintes, face à un plafond de capacité qui semble être atteint, évidemment pose la question de quelle façon ce système, dont on a vu qu'il allait être brutalement déstabilisé, va éventuellement se réduire, et également s'il y a une possibilité d'agir intelligemment pour réduire cet possible écroulement dont parlait Édouard Philippe l'année dernière, ce possible effondrement, et là je ramène aux travaux de Collapse, de Jared Diamond, de savoir si, là encore, on a une capacité à, de façon intelligente, collective, trouver des éléments d'équilibre qui permettent de garder un certain nombre d'éléments, de structures stables à l'intérieur de nos systèmes. Parce que, et ce manifeste, on vient de le publier avec le Muséum il y a 3 mois, montre que là, évidemment, on semble quand même arriver à un certain nombre de principes limitants, et en tout cas à la fin de cette phase, cet grand cycle de développement, dans lequel tout d'un coup survient un nouvel acteur. Un nouvel acteur, émergence nouvelle, dont Michael Ryan, qui est le directeur exécutif de l'OMS sur les programmes d'urgence sanitaire, nous dit très transmissible, mais taux de létalité finalement raisonnablement faible, utilise-t-il comme terme. C'est un signal d'alarme, c'est pas forcément la grosse crise, mais surtout, il faut se préparer pour les prochaines. Et les prochaines, ce sont celles que nous allons connaître dans le XXIe siècle, et en tout cas dans la décennie à venir, parce que celui-là, alors toutes les branches qu'on vient de discuter là, possibles, les recombinaisons possibles, les autres espèces virales, les espèces qui vont non pas apparaître, mais réémerger parce qu'on pensait les maintenir sous la houlette de notre capacité, de nos systèmes de santé, de nos systèmes de prévention. Si on a une rupture des chaînes, c'est aussi des chaînes de vaccination dans le monde. Et c'est donc là encore une ouverture sur une réaugmentation. On le voyait depuis 10 ans sur la rougeole. On va le voir sur les grandes campagnes de vaccination pour la polio, par exemple. On le voit aussi, évidemment, sur les trithérapies dans le sida. Et là, les chaînes d'approvisionnement pour les pays qui en ont bénéficié seront évidemment questionnées. Tout cela est aussi celle de la question de l'impact économique. Vous le voyez là, cet impact, il est phénoménal. C'est 1000 fois ce qu'a coûté la crise de la vache folle, c'est plus de 10 fois, c'est 15 fois ce qu'a été la dernière grande crise mondiale, celle de 2008, dont on pensait qu'elle était quand même une phase de déstabilisation majeure. On est plus de 16 000 milliards de dollars actuellement dépensés, 15 000 milliards d'euros. Probablement ça montera avec les 4 000 milliards que mettent les États-Unis maintenant autour de 20. Donc on est sur des valeurs qui, sur le plan de l'impact mondial, sont absolument ahurissantes et n'ont plus rien à voir avec ce que l'on connaissait jusqu'à présent. C'est dans ce domaine-là, alors que la mortalité, pour autant, c'est ce que dit Michael Ryan, alors que la mortalité est 100 fois inférieure à celle de la grippe espagnole, 1000 fois inférieure à celle la plus grande connue, la peste noire, entre 30 et 50% de mortalité, avec les données que l'on pouvait avoir de la démographie concernée à l'époque, montre bien qu'on est là sur des dimensions qui n'ont plus rien à voir entre l'importance, et il n'est pas question
de minimiser, on fait cette question-là, il n'est pas du tout question de minimiser ni le travail des soignants, ni la réalité de l'impact, ni la mortalité posée par cette épidémie, mais de la resituer pour savoir vers quoi nous nous engageons et de quelle façon, justement, au regard de cette importance du risque, on doit considérer nos réflexions. Parce que si vous le comparez à la grippe de Hong Kong, finalement, c'est très proche dans l'impact pour les plus âgés, et ça n'a rien à voir avec ce qu'était l'impact chez les plus jeunes de la grippe espagnole elle-même. Donc c'était 50 millions de décès sur une population qui était beaucoup moins importante, mais surtout aussi une perte d'espérance de vie majeure compte tenu de la cible sur laquelle les plus jeunes se retrouvaient concernés. Alors pour continuer sur ces idées de mortalité, Euromomo, qui est un des sites bien connus et référencés là-dessus, on voit 2019, année de référence, la plus faible sur mortalité de 50 000, obtenue dès l'hiver. C'est toujours en hiver que la mortalité augmente dans l'hémisphère nord, comme en hémisphère sud, mais avec les 6 mois d'écart. En particulier parce qu'il y a une valence infectieuse, mais parce qu'il y a aussi une diminution des capacités physiques, donc des capacités de résilience individuelle à l'hiver par rapport à l'été. Et ce que l'on voit, c'est ces deux phases d'augmentation de 2020, sur la phase printanière, en mars-avril, puis sur la face secondaire de l'automne. Et 2021 commence dans la continuité avec une petite augmentation de janvier qui s'arrête en février, et on n'a plus de surmortalité. On se retrouve dans une année équivalente à celle de 2018, pour l'instant, sur l'ensemble des pays européens. Quant à la France, on voit que les régions concernées, les principales régions concernées ont été très différentes pour les deux temps du printemps, Grand Est et Île-de-France, et le temps de la phase automnale sur lequel votre région a été beaucoup plus impactée encore qu'elle ne l'avait été. Elle l'avait été autour de Marseille sur le premier temps, et c'était là où cette réflexion menée autour de l'Institut avait fait toute sa part importante sur le plan de l'impact et du retentissement, dont on avait compris la capacité d'organisation et la capacité de prise en charge qui était défendue ici. Et c'est par rapport à ces domaines-là qu'on peut regarder, et ça c'est les données d'aujourd'hui, ces deux phases printanières. Ça, c'est les 8 départements d'Île-de-France, par exemple. Vous voyez ce temps ici, dans les 8 départements sur lesquels l'été et la phase estivale suit sans aucune augmentation de la mortalité. C'est le nombre de décès ici qui est apporté. Et puis, vous voyez que sur l'automne, l'hiver, il se passe une réaugmentation sans aucune phase exponentielle dans ces régions. Aucune. Donc toute l'idée de l'engorgement, toute l'idée de l'impact exponentiel ne se trouve pas vérifiée, ce qui, entre autres, a justifié la décision du 29 janvier 2021 de ne pas reconfiner pour la 3e fois. Si on regarde dans le Grand Est, c'est encore plus important puisque les phases les plus élevées étaient bien celles du printemps, notamment sur le Haut-Rhin, Mulhouse, sur le Bas-Rhin aussi c'est la même chose. Et puis on a un deuxième temps automno-hivernal qui est beaucoup plus faible par rapport à l'intensité qui avait été celle du printemps, et beaucoup plus stable, là encore, comme pour l'Île-de-France par exemple, sur la Moselle. En comparaison, pour Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous avez bien cette phase très faible dans le Vaucluse, qui va avoir une augmentation secondaire beaucoup plus importante à l'automne. Idem dans les Alpes-Maritimes, mais vous voyez qu'il n'y a pas eu de phase exponentielle, c'est beaucoup plus une continuité sur l'ensemble de la phase de automne et d'hiver. Et puis ici, les deux temps sur lesquels là, probablement, l'importance de ces variants dont on parlait tout à l'heure va avoir des aspects beaucoup plus importants encore qu'ils ne l'étaient par ailleurs. Et sur l'ensemble de la mortalité française, on voit ce deuxième temps qui voit une diminution depuis 5 mois, depuis novembre, une diminution de la mortalité. On entend bien l'ensemble des décisions qui sont discutées chaque mercredi en Conseil de défense, alors que la mortalité, une fois de plus, ne montre pas sur l'ensemble du territoire une augmentation exponentielle qui nous a pourtant été annoncée en décembre, en janvier, en février, en mars à nouveau. Ce qui monte par contre, en haut à droite, c'est le nombre de tests, je ne vais pas montrer, et le nombre de tests positifs, donc le nombre de cas ou de porteurs. La question de la maladie,
pas ici que je vais le développer, est évidemment un indice majeur de prise en charge, sachant qu'on a un autre facteur ici qui est important, celui de la létalité, donc le rapport du nombre de décès par rapport au nombre de cas positifs, dont on voit bien qu'il n'est pas stable du tout et qu'il n'a cessé de diminuer au cours de cette deuxième phase. Il a diminué un facteur 5, il est passé de 5% à 1%, entre la phase de novembre et actuellement au mois d'avril. Et ça, c'est étonnant parce que si on regarde au niveau mondial, on voit que la phase de létalité là-haut, elle, est stable depuis 4 mois. Depuis décembre, globalement, on est à 2%. Alors 2%, ce n'est pas la létalité exacte, c'est juste le rapport du nombre officiel de décès sur le nombre officiel de cas rapportés quotidiennement par l'OMS et transmis au CSSE qui en fait l'analyse. Et donc, ce que l'on voit en fait, c'est qu'on a maintenant une parfaite corrélation entre le nombre de cas et le nombre de décès. Donc il y a dans le monde maintenant un équilibre qui s'est établi dans l'ensemble des pays qui montre que leur système s'est trouvé ce qu'il avait besoin de trouver, en tout cas pour faire les diagnostics, pour s'assurer de l'archivage des décès, et que ces systèmes-là sont stables depuis 4 mois, depuis décembre, sauf en France. Sauf en France où ça continue de diminuer, ce qui montre que le système n'est pas à l'équilibre dans notre pays, pour de multiples raisons qu'il conviendra de poser. Et du coup, on peut, à partir de là, sur ces données de mortalité qui sont, et je le répétais à chaque fois, les plus importantes pour suivre l'importance, l'impact d'une épidémie, celles sur lesquelles on va mettre en jeu et en réflexion des données qui sont proposées sur les 188 pays qui, à l'époque, pendant l'été, avaient été touchés par l'épidémie, et on l'a étendu, on a fait l'avancée à 6 mois au mois de mars. Je vais vous en donner quelques éléments complémentaires. Et donc, on avait des données démographiques, des données de métabolisme, des données économiques, des données environnementales et des données de décision publique. Premier point, l'âge. L'âge, vous le voyez, donne un rapport de 5000 entre les enfants et les nonagénaires. Le risque est multiplié par 5000. Il n'y a pas d'autre facteur dans l'ensemble des maladies qu'on étudie qui ait un tel écart entre les catégories, que ce soit par sexe, que ce soit par antécédent, que ce soit par facteur de risque sur une maladie cardiovasculaire ou autre. Il n'y a pas d'élément qui donne 3 ordres de grandeur de cette façon-là, autant que l'âge sur l'impact que cette maladie va avoir dans cette structuration-là, qui est l'une des clés les plus importantes. Pourquoi ? Eh bien, principalement parce que le risque augmente avec l'âge. Tous les risques augmentent avec l'âge. Que ce soit les maladies chroniques, les cancers, les maladies cardiovasculaires, le handicap, l'ensemble des déficits sensoriels, tout cela va montrer cette élévation. Alors, à quoi c'est dû cette augmentation ? Eh bien, si vous regardez les records du monde par âge, que ce soit le 400 mètres, le 100 mètres, le marathon, le lancer du poids, tout ce qui est discipline à record, vous tombez sur ce type de distribution à chaque fois. C'est d'une simplicité biblique, si j'ose dire. Pourquoi ? Parce que c'est juste la combinaison de 2 fonctions, une fonction exponentielle du temps croissante, une fonction exponentielle du temps décroissante. Et les 2 que vous avez là, c'est un papier qu'on a publié avec Geoffroy Berthelot dans Scientific Report, nous disent aussi que vous avez du coup, par rapport à ces seuils, l'obtention d'une capacité, la marche acquise à partir d'1 an, par exemple, que vous allez avoir pendant tout le temps, et ce signe, la marche, la vitesse de marche qui est associée à l'espérance de vie et qui est associée comme mesure du risque pour la Covid, papier de la semaine dernière, et de façon générale, avec la mortalité toute cause, les grandes études australiennes il y a 10 ans l'ont très bien montré, vous donne, quand vous repassez de l'autre côté, les seuils de vulnérabilité auxquels vous allez vous trouver, être confronté. Mais en fait, c'est pas un seuil, c'est une continuité qui est celle de la dégradation de toutes nos fonctions, parce qu'en fait, toute la physiologie humaine, musculaire, neurologique, le langage, l'hémato, la néphro, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, y compris sur l'os, vous trouvez à chaque fois ce type de comportement et à chaque fois cette fonction très simple de croissance et de décroissance qui culmine d'ailleurs au moment où les records personnels sont établis, et donc les records du monde, en général autour de 25 ans sur les disciplines de sprint, les disciplines rapides, mais qui sont aussi celles de l'optimum de l'âge pour la reproduction dans notre espèce, avec toute la question qui est aussi celle de ce décalage actuellement sociologique, culturel, sociétal, autour de cette avancée de l'âge à la première naissance dont on parlait tout à l'heure, jusqu'à 31 ans actuellement.
La physiologie animale joue de la même façon. La physiologie végétale va elle aussi avoir des fonctions de croissance-décroissance qui seront très comparables, et c'est un des sujets et une des études qu'on avait pu mener avec Adrien Marc dans ce domaine. Mais mieux encore, on voit que dans le temps, si on regarde cette courbe et qu'on va cette fois-ci dans la troisième dimension, à travers le tableau, progresser du 19e au 21e siècle, en fait on voit que cette marge de progrès s'est faite en augmentant dans les deux dimensions, à la fois celle des performances là-haut, l'indicateur a augmenté, c'est ce que je vous montrais sur les records du monde, et celui de la durée de vie maximale. Et donc ces deux phases-là montrent que la courbe reste la même, elle est homothétique, ce changement-là est conservé, parce que la biologie, les lois de la biologie ne changent pas, ce qui a juste changé, c'est l'environnement, c'est l'énergie, c'est la disposition mise pour tous. Et ce que l'on voit là-haut, c'est qu'on est bien sur des phases sur lesquelles, depuis 20 ans, on commence à arriver à des saturations. Alors ça se mesure de la même façon, une fois que la théorie est posée, par les taux de mortalité selon l'âge. Là encore, Global Burden Project a publié il y a celui-là 2017, il y a 4 ans, dans lequel vous voyez cette, en échelle logarithmique, cette diminution de la mortalité avec le temps pour les enfants jusqu'à l'adolescence, et puis ensuite, cette réaugmentation de la mortalité en échelle logarithmique, c'est juste une linéaire. Et si vous regardez ensuite, depuis le haut, les courbes claires jusqu'en bas, les courbes roses, en fait, ce que vous voyez, c'est que année après année, cette courbe est la même, et elle diminue, c'est-à-dire que tout le monde bénéficie de cette diminution de la mortalité pendant cette phase de la deuxième moitié du XXe siècle. Et si on regarde du coup ce qui se passe sur le taux de mortalité pour les années 70, les 5 décennies précédentes, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que tous les âges ont progressé là encore, et en 2020, la seule catégorie qui a vu réaugmenter de façon modérée, mais de façon certaine, c'est les plus de 85 ans. Et donc c'est bien, là encore, par rapport à tout ce qui a été publié très tôt, l'impact sur l'âge de cette agression virale dans un contexte qu'on va étudier, donc pour ces 150 pays, c'est l'étude de Quentin de la Roche-Lambert dans Frontiers in Public Health, qui montre que la mortalité Covid est directement liée à la proportion de personnes de 80 ans dans les pays étudiés. Donc plus vous avez une population âgée, dans une société vieillissante, plus le taux de mortalité va être élevé. Et mieux encore, si vous regardez le taux de progression de l'espérance de vie, c'est-à-dire les pays qui sont arrivés au sommet, en haut à gauche, les États-Unis, qui n'ont plus progressé, vous avez 0 progression depuis 5 ans, l'espérance de vie n'augmente plus aux États-Unis, elle a même régressé sur un certain nombre de points. La Grande-Bretagne, la Suède aussi, dont on se posait la question pourquoi est-ce qu'elle s'est démarquée de façon si importante. Et à l'autre bout, ceux qui progressent encore de 12 mois par an, c'est-à-dire ce que nous connaissions dans les années 50, juste après la Seconde Guerre mondiale, eh bien vous avez là le Mozambique, le Zimbabwe, le Rwanda, l'Angola, qui sont des pays sur lesquels le taux de mortalité a été 2 ordres de grandeur inférieurs à ce que l'on connaît dans les pays développés. Deuxième facteur, je vous l'ai dit, la sédentarité. La sédentarité montre le même type de relation par rapport au taux d'inactivité physique qui est résultante de grandes enquêtes, IPAC, JPAC ou d'autres, sur lesquelles on voit là, pour l'Arabie Saoudite, le Koweït, mais les États-Unis encore, que plus le taux de sédentarité progresse, plus on fait le lit des maladies cardiovasculaires, plus on est à risque finalement de ne pas être en capacité de se défendre. Et ça, c'est le papier de Salis qui nous l'a redit cette fois-ci en observant sur les cohortes à quel point ce taux-là de sédentarité était un des éléments majeurs de la compréhension, et c'est aussi les recommandations que l'on fait avec l'Observatoire national de l'activité physique et sportive, l'ONAPS, à Clermont-Ferrand, avec Martine Duclos, pour montrer toute cette importance en termes de santé publique d'une prévention qui considère le risque tel qu'il est, fondé sur ces éléments et sur lesquels l'un des plus grands programmes, très largement au-delà de ce que l'on a pu considéré pour cette épidémie, sera aussi celui de la lutte contre la sédentarité. Enfin, une autre question qui est celle de la prévalence des maladies infectieuses. Donc là, on regarde le pourcentage de maladies infectieuses dans les causes de mortalité. Eh bien, on retrouve ce qu'on a sur les gains d'espérance de vie, sur lesquels, là encore, ceux qui ont les pourcentages de maladies infectieuses les plus élevés, donc les pays émergents, les pays en développement, vont avoir un taux de mortalité plus faible. Et ça se pose la question autour de cette idée de toutes les questions d'immunité naturelle, d'immunité croisée éventuellement, celle qu'a publié l'équipe de Tso sur la prévalence de la réactivité croisée
avec d'autres protéines, spike et nucléocapsides, avec des taux qui sont 10 fois supérieurs en Tanzanie et en Zambie par rapport à ce qu'on mesure aux États-Unis. Donc on a bien là quelque chose aussi qui prépare, peut-être, favorise, on ne sait pas, en tout cas, permet potentiellement de poser ces hypothèses à les regarder. Et puis ensuite, on a les gradients géographiques. Les gradients géographiques, c'est ceux de la latitude. Entre 20 et 60 degrés de latitude nord, vous avez les taux les plus élevés, vous avez 90% de la mortalité, et de la même façon dans l'hémisphère sud, à quelques exceptions près, comme le Pérou, le Mexique, sur lesquels on va avoir des taux élevés pour ces pays-là. Mais globalement, on retrouve l'essentiel sur l'Europe. Il y a un gradient est-ouest, d'Asie vers l'Europe et surtout les Amériques. Mais ce gradient nord-sud nous dit qu'on a là 40% de la population, mais 90% de la mortalité. C'est là où on a les doyens de l'humanité. C'est là où on a les records d'espérance de vie, au Japon, en Espagne, en Italie, en France. Et c'est là où le vivier, finalement, est le plus important. Et c'est étonnamment celui sur lequel on retrouve, là encore, toute cette question du développement, des conditions qui ont fait qualifier par ce travail remarquable. Je vous conseille, dans le PNAS de l'année dernière, de Shiksu, cette idée de la niche humaine optimale. Dans quel environnement sommes-nous peut-être les plus amenés à trouver ces conditions de développement, mais aussi ces conditions de production agricole, bien entendu, qui vont conditionner les premiers temps de l'alimentation. Cette idée d'une valence d'adaptation, qui est aussi une valence thermodynamique sur ces conditions idéales, peut-être, en tout cas pas au pôle, ça c'est certain, pose la question de ce qu'il y a derrière ces gradients géographiques, qui peuvent être des gradients climatiques. Et puis, derrière ça, il y a évidemment une analyse multivariée à faire. Et donc, ce que l'on a regardé autour de cette ACP, ça c'est celle de septembre, c'est comment se distribuent les données d'espérance de vie qui corrèlent avec la mortalité Covid. À l'inverse, la progression de l'espérance de vie, mais aussi les taux de maladies infectieuses, qui projettent quasiment sur la même droite, mais à 180 degrés. Et ça, c'est les conditions des pays émergents, alors que de l'autre côté, on va avoir sédentarité, obésité, maladies cardiovasculaires, PIB aussi, parmi les pays développés. Et donc on a bien deux oppositions fondamentales sur lesquelles vont jouer trois autres paramètres, humidité, index UV et température, qui seront les index climatiques. Alors que l'intensité du confinement, mesurée par l'index d'Oxford, lui ne montre aucune association avec le taux de mortalité. Aucune. Et cette mortalité et ce taux d'intensité du confinement est mesuré là. Vous pouvez le faire sur la totalité des pays, vous pouvez le faire en septembre, vous pouvez le refaire en mars. En mars, c'est même plus étonnant parce qu'en fait, ça va commencer à monter et donc on va avoir un effet positif, d'association positive entre l'intensité du confinement et la mortalité. Ce qui pose là encore un certain nombre de questions, non pas sur les causalités, mais sur les associations qui aboutissent à ce résultat. Et la matrice de corrélation, eh bien finalement, on la retrouve là encore, elle définit les pays développés dans un premier temps, en face, pour toutes les conditions dont on parlait, la progression de l'espérance de vie en étant un des plus importants, mais aussi les facteurs climatiques, on retrouve là les pays émergents. Et la seule différence qu'on a pu avoir, donc il n'y a pas d'effet du confinement, ni des mesures d'intensité, ni des mesures associées à ce type de confinement selon le pays. Et entre le mois de septembre et le mois de mars, la seule différence dont je vais vous parler, c'est celle qui montre que maintenant on a une corrélation légèrement positive et donc un effet positif du confinement, ou plutôt une association positive du confinement avec le taux de mortalité final. Les conséquences. Conséquences, eh bien, d'abord ce sont celles du compte, donc le compte des morts, comment ça s'organise. On voit bien les difficultés entre l'INED, l'INSERM, le CEPIDC, Santé publique France pour afficher un nombre cohérent. Ça se joue à 8000 près actuellement, donc sur 68 000, c'est pas non plus une variation d'un ordre de grandeur, mais ça nous dit que, alors que la mortalité a été stable pendant 40 ans, depuis 10 ans, on a une augmentation qui est liée à l'entrée de la génération du baby-boom dans les âges où les taux de mortalité commencent à devenir élevés, et donc il faut rendre le ticket. Et ce chiffrage qu'on va avoir entre 3% pour l'IRSAN, 10% mais qui est aux alentours de 7% de cette surmortalité en 2020, s'associe à une diminution majeure, vous l'avez vu, de la natalité. Et donc c'est une continuité, là encore, c'est pas nouveau. Il y a une diminution depuis 7-8 ans du nombre de naissances en France, et donc du taux de natalité.
Et du coup, cette inflexion majeure, cette accélération qu'on a connue en décembre et en janvier, on verra si elle se confirme après, nous fait imaginer que, du coup, le solde naturel va s'inverser, comme c'est le cas au Japon depuis 10 ans, peut s'inverser en France, comme elle peut s'inverser dans un certain nombre d'autres pays. Le solde naturel, c'est pas le solde migratoire, et donc là, toute la question va être aussi celle-ci, sur le plan sociologique, sur le plan politique, sur le plan environnemental, comme sur le plan sanitaire, de ce croisement des courbes. Et pourquoi ? Parce que, en fait, comme je vous le montrais, cette augmentation de l'espérance de vie qu'on a connue entre les 30 glorieuses, 12 mois par an, et puis, depuis 5 ans, on n'arrivait plus à avoir grand-chose, c'était 2 semaines pour les femmes, 2 semaines par an, 4 pour les hommes, en fait, se voit confronté à des impacts mesurables. Les 30 000 décès de 2003 montrent bien ce petit décalage, mais cet effet de moisson, c'est-à-dire que vous avez l'année suivante, en 2004, une réaugmentation de l'espérance de vie avec des gens qui sont décédés, et là encore, en 2003, avec une continuité, par contre, de l'augmentation. Ça n'a plus l'air d'être le cas maintenant, en tout cas, c'est une question à poser pour la suite, parce que le recul qu'on a connu, qui est de l'ordre de grandeur de tout ce qu'on a pu avoir dans la fluctuation de ces 50 dernières années, pose la question de ces effets, alors que pour des mesures de prévention majeures, la question des mesures de qualité de vie en santé, la mesure des DALI, des QALY, qui sont les indicateurs censés, n'ont pas été utilisés pour démontrer l'utilité des mesures qui ont été prises en 2020. Il n'y a aucune étude qui a montré que le confinement, que la distanciation, que devait, par le biais d'une augmentation de ces indicateurs forts de la santé publique, arriver à la démonstration que c'était ça qu'il fallait faire. On a eu des modélisations. Ioannidis vous a fait la démonstration il y a 2 mois maintenant de la manipulation, qu'on peut avoir des paramètres d'entrée dans ces modèles. Il y a une très belle étude il y a 1 mois également qui est venue montrer que ces modèles pouvaient augmenter, accroître les incertitudes d'entrée dans le modèle d'un facteur 3, c'est-à-dire 300% d'augmentation de l'incertitude à la sortie. Ce qui veut dire que là, vous êtes sur des fluctuations qui sont majeures et auxquelles donc, vous pouvez faire dire à peu près tout ce que vous voulez. Ça a été la grande question pour l'utilisation de ces modèles. Il n'y a pas eu d'utilisation de ces données, alors qu'on voit que le recul, qui est entre 2 mois et 6 mois, selon qu'on compare aux 3 années, 5 années, ou à la continuité de ce que vous venez de voir pour l'espérance de vie, aucune étude ne permettra d'en faire la démonstration en termes de semaines de façon aussi importante. Et pendant ce temps-là, évidemment, d'autres déstabilisations se produisent, les émeutes de la faim, dans un certain nombre de pays, ça a été le cas en octobre au Nigeria, d'autres phénomènes qui, alors là, pour le coup, n'étaient pas inclus dans le problème, mais montrent bien l'association qu'on a entre le développement et l'utilisation des énergies fossiles, et donc cette diminution massive, 90% à Wuhan, de la production de CO2, sur l'ensemble du Hubei, de 30% en Chine pendant ce moment-là, de 8% en France, montre que ça a été la seule année sur laquelle on a respecté les intentions qui avaient été données en 2014 et 2015 pour la COP21. C'est la seule année. 2 confinements par an, c'est le tarif ? Bonne question. Autre conséquence, évidemment, celles sur lesquelles nous allons générer de façon continue un certain nombre de nos déchets sur lesquels d'autres espèces, là encore l'impact sur l'environnement dont on parlait tout à l'heure, vont se trouver confrontées. Et pour terminer, donc quelques idées qui ne seront pas évidemment les bonnes, mais en tout cas celles sur lesquelles on peut imaginer quelques éléments de suite. L'unité collective, qui arriverait à une impasse évolutive, le truc s'arrête. Ça a été le SARS premier de 2003. Manifestement, celui-là n'est pas parti sur cette pente-là, donc on pouvait l'espérer l'année dernière. Ça n'a pas été ce qu'on a suivi jusque-là, donc c'est peu probable. Des saisonnalités variables, des variants multiples, divergents à chaque fois, des grands arbres qui partent dans tous les sens, des virulences, des pathogénies variables. Et du coup, la question de la vaccination sur l'effet pour bloquer ces différents variants. Est-ce que c'est ce qui se passe au Brésil? Donc on voit une phase hivernale, donc on s'est dit là, ok, ça a l'air de correspondre, mais ensuite une phase estivale qui repart, donc on n'est plus sur les variations saisonnières qu'on avait pu imaginer, on est plus dans le gradient longitudinal, cette fois-ci est-ouest, mais que se passe-t-il en Amérique du Sud? Est-ce qu'il y a un tropisme particulier? Est-ce qu'il y a plus d'obésité? Oui, ça se joue sur certaines parties de la population à Manaus, mais ça n'explique pas, et ça n'explique surtout pas pourquoi cette augmentation qu'on a connue en janvier, février, mars, ici, qui se surimpose finalement au reste,
en dehors évidemment de toute la problématique politique publique menée par Bolsonaro. Est-ce que la phase passée du 8 avril va être ensuite celle d'une décroissance? Impossible de le dire, mais enfin, ce pays-là reste évidemment le plus important à surveiller dans ce contexte. L'immunisation des populations, elle sera spontanée ou vaccinale. La question, c'est celle du délai et de la stabilité. Est-ce qu'il va falloir 1 an, 2 ans? Est-ce que ça dure? Évidemment, on ne le sait pas, mais on a quand même des éléments. L'immunité naturelle elle-même, c'est l'étude danoise que vous avez revue. 500 000 personnes positives au printemps, 0,65% font une réinfection à l'automne. Ça couvre 99,4%. Ce qui était négatif, c'est 3,27%. Donc la réduction du risque est de 80% entre ces deux phases. Le fait d'avoir fait une infection protège de la réinfection, pas totalement, mais protège en partie. Par contre, avec le temps, avec l'âge, à nouveau, vous voyez, c'est 47% chez les plus de 65 ans. Mais globalement, ça vous donne le même taux d'immunité que le virus, à ceci près que si vous avez la malchance d'avoir tous les facteurs de risque associés, le fait de faire une infection, vaut mieux avoir un vaccin quand il marche. Mais il n'y a pas de perte d'immunité après 7 mois. Ça, c'est un point important. Ils ont le même taux, suivi à 1 mois, à 3 mois et à 7 mois. Donc ça commence à donner déjà certaines perspectives sur ce jalon. Et du coup, ça indique aussi la cible prioritaire, évidemment, qui a été dans à peu près tous les pays, celle des plus âgés. Le vaccin lui-même, pour l'ARN messager, 95% publié en décembre, confirmé ensuite dans le papier du New England, et surtout confirmé en population par la diminution équivalente de 90% pour les formes modérées, pour les formes symptomatiques, les hospitalisations, les formes sévères, et une réduction de 72% des décès sur la population israélienne semble aller dans le bon sens. Le deuxième, c'est aussi ceux des asymptomatiques, sur lesquels on avait une grande question, et ça c'est un papier de temps de la semaine dernière, qui montre que là aussi on a une réduction d'un même ordre de grandeur, c'est 80% pour les asymptomatiques, ceux qui sont PCR positifs, sans aucun symptôme, 10 jours après la première dose. Et puis, on a l'échappement. C'est-à-dire que vous avez certains vaccins qui ne fonctionnent pas. Alors ça, c'est ce qu'on découvre probablement avec un certain nombre d'entre eux, probablement arriver très vite sur une guerre géostratégique, géopolitique, beaucoup plus que sur une nécessité de passer par toutes les étapes du développement. Bon. Mais il y en a d'autres qui, comme le vaccin d'Oxford, a lui suivi toutes les routes normales, mais qui se montrent inefficaces sur certains variants, en particulier sur le variant sud-africain. Et pendant ce temps-là, les autres conséquences sont celles de l'augmentation de mortalité qu'on peut mesurer. C'est le cas aux États-Unis. C'est pas 7% comme chez nous, c'est 23%, donc c'est 3 fois plus. Là-dessus, il y a 3 quarts, 16%, qui sont liés à la mortalité Covid, mais il y a 1 quart quand même, 7% de ces 23%, presque plus d'1 quart, qui sont les autres maladies non traitées. Donc on voit, comme l'avait fait l'IGR, Institut Gustave Roussy, qui avait annoncé ces 2000 à 5000 décès supplémentaires de cancers non diagnostiqués pendant toute l'année 2020, surtout au début, comme ça avait été le cas aussi pour les maladies cardiovasculaires, cette étude en Île-de-France. Et donc on voit là un impact de l'épidémie sur la structuration des services de santé, sur la prise en charge globale, sur des systèmes de santé qui étaient peut-être eux aussi à la limite, et toute la question actuelle, qui est celle du débordement des services de santé, alors qu'on n'a pas d'augmentation de la mortalité en Île-de-France, pose la question très clairement de cette saturation des capacités d'organisation de l'ensemble de nos systèmes. Et puis ça fait dire aussi qu'il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de valeurs qui ont changé. Et qu'il y a une résolution de ces facteurs-là qu'il va falloir mettre dans le débat public, c'est ce à quoi on appelle en tout cas depuis plus de 6 mois, notamment avec Laurent Mukiele, pour aller autour de la réflexion sur l'ensemble de ceux qui souffrent d'autres pathologies. Pourquoi 100 000 ? Gros titre dans les journaux hier, avant-hier, alors qu'il y en a 600 000, 620 000 pour être précis, qui sont décédés dans le même temps d'autres causes. Quelle est la tension particulière ? Pourquoi ? La déstabilisation d'une société par un phénomène pandémique est effectivement un élément majeur sur lequel on espère pouvoir sortir, mais il ne faut pas oublier les autres, et donc la question n'est plus une question de priorité, c'est une question
de positionnement, une question éthique, sur lesquelles viendront dans le débat public, celle d'abord de la science, celle de la connaissance et de l'acceptation des faits, celle aussi, évidemment, du prix de la vie. C'est ce qu'André Consponville ou François Closet avaient lancé à plusieurs reprises, et plein d'autres l'ont fait à leur suite, parce que si on n'est pas capable de générer une quantité d'espérance suffisante pour les générations à venir, très clairement notre connaissance ne nous servira à pas grand-chose, et la Divine Comédie continuera de se jouer. C'est ce qu'avait dit Didier Pittet lorsqu'il avait donné ce rapport d'une mission indépendante. On a entendu très peu parler, cette mission indépendante sur la conduite de la Covid-19, et qui disait il faut préserver la vie économique, il faut préserver les qualités de relations sociales, il faut absolument préserver l'éducation indispensable pour nos enfants, pour la jeunesse, pour le prix de la qualité de la société et de leur vie à venir. Faute de quoi, on risque d'avoir une difficulté qui sera liée à cette saturation des progrès, et les progrès démocratiques ne sont pas toujours dans le même sens. Et là encore, ces reculs que l'on va connaître, puisque l'impact économique, vous l'avez vu, est 100 fois supérieur à ceux qu'on a pu avoir dans les années 2000, va être une des grandes questions sur lesquelles Rhys posait lui-même son éditorial autour de ces questions de présentation du manifeste. Et celui qui l'a peut-être résumé dans une question d'espoir à venir, qui a été confronté lui aussi à un certain nombre de questions et d'aléas, et de savoir si nous ferons le bon choix. Bon choix madame, bon choix mademoiselle, bon choix monsieur, mais en tout cas il reste probablement encore un peu de lumière sous le nuage. Voilà, je voudrais terminer en remerciant Quentin de la Roche-Lambert, Juliana Antero, Andy Marc notamment, qui ont participé à l'ensemble de ces études, et toute l'équipe qui a contribué à l'ensemble de ces réflexions depuis 15 ans, et vous remercie de votre attention.